Bonjour, voici un extrait du roman de Pascal Marmé, Commandant François Chanel. Chapitre 1. Le style Chanel. Qu'il soit soporifique ou percutant, le commandant Chanel abhorrait les discours. Il préférait le murmure des aveux et le bruit intense de la respiration du présumé coupable. Ses hommes le confirmaient, c'était indiscret, immesuré, et l'idée de mettre en avant sa petite personne lui était insupportable. Il aimait être apprécié, mais surtout ignoré de sa hiérarchie. On était loin du profil chien fou ou celui du shérif. Si cela ne tenait qu'à lui, il travaillerait sans lieutenant à manager, sans capitaine à dynamiser, sans objectif à fixer à une équipe, sans taux d'élucidation obligatoire, sans magistrat sur le dos, et sans avoir à consigner la moindre démarche dans d'interminables procès-verbaux. Mais cela était évidemment impossible à imaginer. Ce qui lui plaisait, c'était que les mandarins du 36 lui fichaient une paix royale, qu'il détenait la plus performante équipe du service et le taux d'élucidation le plus élevé. Peut-être que cette inclinaison à l'anonymat était-elle due à sa formation de psychologue. Ses officiers avaient été choisis parmi des sportifs de fond, des célibataires endurcis et, le plus important, des hommes. Oh, il ne le criait pas, mais il rebutait à travailler avec des femmes. Ce n'était pas qu'elles soient moins adaptées, non, juste qu'il préférait la compagnie masculine. Question d'habitude, et n'allez pas croire qu'il n'y avait un fond de misogynie dans ce choix. Même si l'exercice de sa profession ne devait s'en tenir qu'aux faits, il ne pouvait s'empêcher de croire en secret à l'empirisme de l'intuition pour donner du sens à un acte criminel, à ce qui ne se voit pas au premier regard. À dire vrai, sa hiérarchie se posait souvent la question du pourquoi sur son orientation dans la police. Son pire souvenir resterait le jour où il avait reçu la médaille d'honneur de la police nationale des mains du préfet pour une affaire de ressortissante hollandaise tuée par un faux chauffeur de taxi, consécration dont il se serait bien passé. Ne pouvait-on parvenir à des résultats sans avoir ces félicitations ronflantes qui ne flattent que la vanité, pensa-t-il, ce jour-là devant le tout judiciaire qui s'était empressé de le féliciter. Ceux qui le côtoyaient voulouraient son incroyable puissance d'analyse, ou encore que procédure et patience étaient ses armes de poing. À pas lents, ce longiligne à la tignasse ébouriffée et à la barbe drue observait, se taisait, et lorsque le doute était écarté, il appuyait froidement là où cela faisait très mal, la vérité toute nue. Hélas, son grade de commandant et de chef de groupe, chat, du 36, l'obligeait parfois à prendre la parole en public, ce qu'il évitait comme la peste noire. Sauf que cette fois, il ne pourrait esquiver une subite mise en lumière due au congé annuel du commissaire adjoint. Le chef de service l'avait invité à prendre la parole au nom du président de l'amicale de la brigade criminelle qui était souffrant, prétextant que les hauts commandants appelés les crayons n'avaient pas une seconde à perdre parce qu'il réorganisait le planning des véhicules de service et planchait sur une commande de matériel informatique. Bref, il avait moins d'une heure pour torcher un bel exposé sur 3 collaborateurs qui quittaient le 36. Et lorsque la hiérarchie conviait, on s'exécutait. On savait ses qualités rédactionnelles, mais tous ignoraient que déclamer un texte face à un auditoire lui était chose odieuse. Pour la rédaction de la locution, 15 minutes avaient suffi. Pour la prise de parole, 3 solutions s'offraient à lui. La fuite, la pendaison ou le Valium. Cette exposition le stressait, le déconcentrait, le rongeait comme de l'acide sulfurique, et s'il sentait déjà l'arthrose de ses cervicales se nouer un peu plus dans sa nuque, bien évidemment, il était hors de question que l'on sache ses souffrances. Comme d'habitude, il prendrait sur lui cette pénitence parce que la faiblesse n'était pas de mise au 36. Salle Bertillon, 15 heures, un monde fou et assourdissant avec des yeux gourmands rivés sur le très sobre buffet champêtre proposé par le traiteur Guillemard. D'un regard, on s'appréciait, d'un signe de tête, on cherchait son clan, ou on s'ignorait superbement en serrant les dents, on jouait des épaules pour se frayer un chemin, ou on présentait son dos pour éviter la conversation.
Ici, les inimitiés étaient aussi tenaces que l'amitié professionnelle, et comme dans tout lieu verrouillé, les luttes d'influence plongeaient parfois l'institution presque centenaire dans des méandres pas si irréprochables que ça. Près de l'entrée de la salle, le SRPJ, au milieu, la BRB et l'identité judiciaire. De l'autre côté, la crime. À gauche, les stupes, et au pied de l'estrade, les patrons, la direction, parfois des magistrats, épisodiquement le préfet, rarement un ministre, et une seule et unique visite en janvier 1984 d'un président de la République, François Mitterrand. Comme dans une équipe sportive surentraînée, l'objectif était de marquer des points contre un adversaire invisible, et le but de ce team judiciaire était de s'investir d'une mission sacrée en barrant la route au banditisme sous toutes ses formes. Bref, une salle bondée de femmes et d'hommes de bonne volonté, avec un caractère bien trempé et d'une volonté à toute épreuve. Mais nom de Dieu, Chanel aurait préféré enjamber la Sainte-Chapelle plutôt que de prendre la parole devant cette centaine de collègues. Il enrageait. Il étouffa son irritation en se massant la nuque et engloutit une pilule bonheur dans une gorgée d'eau. À bien y réfléchir, la poudre d'escampette et le cou brisé ne le tentaient guère. En temps normal, on écoute avec ferveur les causeries du président de l'amicale de la brigade criminelle, on applaudit. On boit du vin rouge à l'étiquette de l'amicale, on grignote des chips trop salés et on se tartine une tranche de rillettes pur porc en se disant qu'un jour on acceptera une mutation pour ne plus jamais passer le Porsche du 36. Comme d'habitude, l'assistance apprécie les allocutions au bon mot, applaudit joyeusement par salve, avale son coup de rouge avec une tranche de pâté et rejoint d'un pas pressé son clavier et ses envies de changer de boutique pour une vie de famille plus tranquille. Les brigades se réunissaient, salle Bertillon, principalement, pour se rencontrer et accessoirement pour saluer le départ de 3 officiers. L'un muté en Guyane, un autre en Corse et un adieu au commandant Roland qui avait fait valoir des droits à la retraite. Un chic type. Comme au final, tous ceux qui étaient dans cette salle. Protocole oblige, juste avant son intervention, le chef de service prit la parole en s'éclaircissant d'une voix mal assurée. Chers collègues, je profite de cet instant de convivialité pour vous informer de vive voix qu'il a été décidé que l'ensemble des services du 36 quai des Orfèvres et des personnels du tribunal de grande instance déménagera dans le quartier des Batignolles. Aucune date n'a été avancée. Une note de service vous parviendra en temps voulu. Merci de votre attention. Je passe la parole à François Chanel, qui se fait une immense joie de remplacer, au pied levé, notre président qui, rassurez-vous, va beaucoup mieux. Après cette annonce, en forme de bombe à retardement, il y eut un silence de mort subite, comme la minute suspendue avant que la lame de la guillotine ne fît la vive allure sur votre nuque. Le malaise de quitter le 36 était palpable dans la salle tendue comme une arbalète. Dans l'assistance, on pouvait presque entendre des dents grincer. Mais pourquoi déplacer des services qui tournaient comme une horloge parfaite depuis presque un siècle? Ils savaient tous que rien n'arrêterait le rouleau compresseur de leur administration de tutelle, qu'une concertation préalable n'était pas envisageable au sein de ces corps gainés par une obligation de réserve. Mais il était aussi très clair que les brigades spéciales n'avaient pas le souhait de bouger. C'est dans ce moment de mortel flottement que François Chanel prit la parole en planant et dans un style mitraillette enrayé. Messieurs les commissaires, chers collègues et amis, l'heure est à la séparation, aux adieux pour certains, au changement pour d'autres. Notre premier départ est un départ à la retraite. Cher commandant Roland, c'est au nom de l'amicale que je représente fièrement aujourd'hui et au nom de tous les collaborateurs de la brigade criminelle que je souhaiterais vous remettre un présent qui, nous l'espérons, contribuera à nous rappeler que nous avons apprécié de travailler à vos côtés. Sa prose, en rafale, passa à la chausse-trappe, mais sans toutefois passer inaperçue. Il avait omis de remercier le directeur de la PJ, le très souffrant président de l'amicale, et comble de l'incorrection, il ne s'était adressé qu'aux hommes. Les 7 femmes présentes dans la salle n'existaient donc pas. Un vrai mufle doublé d'un affreux macho n'aurait pas mieux réussi l'outrage fait au sexe féminin. Était-ce volontairement pour être rayé de la liste des orateurs futurs ou bien était-ce mettre au crédit de l'anxiolytique?
avec 2 gouttes de Valium inondant ses neurones. Toute réponse était acceptable. Non, vraiment, il détestait les discours. Le capitaine Deveau le rejoignit sur l'estrade avec un verre de rouge et la bouche pleine. « On t'attend dans ton bureau. Je crois qu'on a une nouvelle affaire sur les bras. Je pars ça sur la scène du crime. » Chapitre 2. Numéro 2. Impasse de Conti. Avec les 2 mains en prière posées entre ses narines, le chef de service piaffait d'impatience dans le bureau du commandant Chanel. Son tic clignotant sur la paupière le reprenait, signe d'une grande nervosité. Il parla haut de façon que les lieutenants Muller et Poivre entendent distinctement l'information. « Ah, vous voilà, commandant. Pendant que vous preniez la parole au nom de l'amicale, une affaire compliquée nous est tombée dessus. Le SAMU a retrouvé la femme d'un ancien préfet sous la présidence de Jacques Chirac, tuée par balle dans son appartement. Ne s'agirait-il pas de l'épouse du même préfet, retrouvée assassinée sous le Pont-Neuf il y a 6 mois? À croire que vous lisez encore dans mes pensées. Le capitaine Deveau vous attend sur place, et le procureur s'est déjà transporté sur les lieux du crime. Après le mari, l'épouse. Je ne vous raconte pas l'émoi du préfet de Paris qui a un peu connu ce haut fonctionnaire. D'après les premières constatations, il s'agirait d'un homicide suite à un cambriolage, mais toutes les pistes restent à envisager, y compris celle d'un agresseur déséquilibré. J'espère que vous n'avez pas l'idée farfelue de me confier cette affaire au long cours. Je vous rappelle que nous ne sommes que 4 dans mon groupe et qu'il avait été convenu de ne pas nous alourdir le temps de congé. Mais Chanel, on ne choisit pas les affaires qui nous tombent sur la tête. Vous devriez savoir cela au bout de 30 ans de maison. 32 ans. Oui, bon. Rappelez-moi les dossiers que vous avez à traiter en ce moment. Nous dérouillons depuis 2 jours et je suis déjà limite. Sur le feu, j'ai un épicier poignardé par l'amant de sa femme, une mère qui, soi-disant, s'est immolée par le feu sous le regard absent de son mari qui, je suppose, a fourni le briquet et l'essence, et une avocate trouvée dans son cabinet avec une plaie béante à la gorge, Le commandant Baumelin prendra la relève de vos dossiers séance tenante. Le procureur souhaite vous confier ces 2 affaires, puisque le commandant Roland, comme vous le savez, est parti à la retraite. Je vous rappelle que mon équipe est amputée de moitié et que j'ai pris rendez-vous avec Roland pour vous demain matin à 9 heures dans votre bureau. Il vous passera en revue les détails de ses investigations avant son départ. Et du doigté, François, du doigté, parce qu'on marche sur des œufs. Je me répète, mon équipe est en sous-effectif. J'ai bien entendu, mais je vous rappelle aussi que votre équipe est de doublure, donc de permanence, et que c'est à elle de dérouiller. Vous prenez l'affaire du jour et c'est celle qui se présente. Bien sûr, vous serez dispensé de doublure le temps de ce dossier. C'est toujours ça de gagner. Je vous invite à vous rendre sans tarder sur les lieux, et à pied. C'est le numéro 2 de l'impasse de Conti, à 3 pas de chez nous, dans un hôtel particulier coincé entre la Monnaie de Paris et l'Institut de France. Quel magistrat est requis dans ces 2 affaires? Le juge Pamiès. Êtes-vous vraiment conscient qu'il me manque 3 officiers pour cause de congés payés? Vos hommes rentreront dans combien de jours? Ils viennent de partir pour 2 semaines, ce qui veut dire que nous ne sommes que 4 pour longtemps. Ne peut-on pas en rappeler un? Je m'y oppose. Croyez-moi, ces hommes avaient grandement besoin de changer d'air suite à l'enlèvement du petit garçon. Et si vous trouvez une autre équipe, ne vous gênez surtout pas pour leur confier ce dossier. Le proc a dit « Je veux Chanel », alors il vous aura. Mais pourquoi moi? Il dit que vous avez des fulgurances peu communes et que vous n'en faites qu'à votre intuition. Est-ce que le proc est informé du piteux état de mon groupe? De stagiaires, oui. Je vais vous trouver 2 élèves stagiaires pour 2 semaines, tout frais et moulu de l'ANSOP, même 3 ou 4. Et ne me dites pas que ce sont des boulets à traîner ou des mômes qui tâtonnent et qui vous feront perdre un temps précieux. Et il y en a qui ont déjà 10 ans au commissariat. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, on se débrouillera. Finalement, je crois que je vais vous trouver 2 élèves commissaires de l'ENSP pour 1 an. J'ai même 2 pointures que l'on m'a très chaudement recommandées. J'espère que vous plaisantez, coupa Chanel. Son cerveau de flic était encore anesthésié par la chimie. Il vérifia l'adresse sur un plan, attrapa sa sacoche et sortit en chancelant en demandant au lieutenant Muller de terminer avant ce soir les réquisitions de tous les dossiers en cours afin de les remettre au commandant Baumelin. Son pincement discal avait cessé de le torturer. « Merci, monsieur Valium, se dit Chanel.
Mais à chaque pas de cette promenade le long des quais, les effets de l'anxiolytique s'estompaient. Savoir que le temple de l'APJ et le tribunal de grande instance de Paris quitteraient l'île de la Cité perturbait. Il supposa que la cour de cassation et la cour d'appel s'incrusteraient. Il était nostalgique avant l'heure. Une page de l'histoire judiciaire se tournerait bientôt sous ses yeux, et en imaginant le bordel de déménager ses murs, un frisson dégringola dans sa nuque. Bouger 2200 fonctionnaires de la PJ parisienne, dont 1940 policiers au sein même du palais de justice, sera un grand foutoir de carton inclassable avec des nerfs à vif à tous les étages en guise de récompense. Et bien sûr, tout en maintenant le rythme de milliers de crimes et délits traités par an. Restait à trouver le financement pour cet exode administratif. Disons, à la louche, qu'il avait devant lui 5 bonnes années avant cette petite révolution. Il est vrai que la maison avait un gros problème de normes, que des fils électriques dénudés se baladaient dans les couloirs, que les grandes brigades comme la crime ou l'anti-gang étaient à l'étroit et qu'il avait fallu plusieurs fois pousser les murs en tenant compte du classement du site au sein de la Sainte-Chapelle. Mais ce casse-tête atteignait les limites du supportable. Rien n'est immuable, même l'ADN du légendaire temple du crime. Pourtant, c'est dans ces locaux les plus clos et mystérieux de la capitale que l'on avait pincé le tristement célèbre docteur Petiot, le violeur de vieilles dames, les seigneurs de la pègre, dit les frères Zemmour, les terroristes d'Action Directe, Rouillant et Ménigon, les ravisseurs du baron Empin, Guy Georges, Thierry Paulin. La boîte, comme l'appellent encore les anciens, avait été de toutes les grandes affaires et de bien d'autres dossiers résolus qui resteront à jamais inconnus du grand public. S'ils savaient cette expulsion du 36, les vrais maigrets tels que Bouvier, Ducret, Jobard ou Roger le Taillanterre, l'ancien patron de la mondaine, s'en retourneraient dans leur tombe. Et qu'allait-il installer à la place? Il priait pour que ce ne soit pas un McDo ou des boutiques de mode pour touristes japonais. Situé en plein cœur d'un quartier au prix au mètre carré hors de prix, il était évident que les convoitises ne manqueraient pas. Chanel rêvait d'un lieu de mémoire en rapatriant au 36 le musée de la préfecture de police qui se trouvait étriqué au dernier étage du commissariat du 5e arrondissement. Mais au vu de la vétusté des locaux, un projet mémoriel n'était pas pour demain. Et qui était-il pour donner un avis? Juste un fonctionnaire ceinturé par un indispensable devoir de réserve, un premier rempart à la folie criminelle. Il était passé des centaines de fois devant cette impasse de Conti, sans jamais s'imaginer qu'elle y recelait un hôtel particulier. Devant le numéro 2 de l'impasse, avec une unique entrée d'immeuble, gyrophares et bandes de plastique délimitant le périmètre de sécurité étaient en place. La présence de fourgonnettes blanches banalisées confirmait que la police scientifique avait investi durablement les lieux. Sur la façade qui donnait sur la Seine, un échafaudage protégé par une bâche grimpait jusqu'au toit, et sur la place, des bandes en acier attendaient qu'on y coule du béton pour surélever le trottoir et empêcher ainsi le stationnement sauvage de véhicules. 3 journalistes bien connus de l'APJ tournaient déjà autour du cordon comme des guépards en cage. Stéphane Cabronne, la plume juridique du Parisien et figure bien connue du palais de justice, se rua sur lui. « Bonjour, commandant Chanel. Que pouvez-vous nous dire sur ce second meurtre ?» Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose, mais vous serez tenu informé en temps utile. Pensez-vous que cela a un rapport direct avec l'assassinat du préfet Saint-Germain? A priori, il s'agit d'affaires distinctes, puisque nous retenons la thèse du cambriolage qui aurait viré à l'homicide. J'ai franchement beaucoup de mal à avaler cette réponse toute faite, en forme de marronnier, comme disent les journalistes. Dans un premier temps, je vous invite à un peu de retenue dans votre article. Il avait souvent eu affaire à la presse, et il savait que ne rien lâcher aboutirait à débrider l'imagination fertile des reporters. Les consignes ambiguës de leur administration sur la conduite à tenir avec les journalistes étaient simples. Officiellement, on ignore mettre tout en œuvre pour faciliter leur travail. Officieusement, on travaille de concert pour juguler les débordements et on informe au compte-gouttes en fonction de l'intérêt et de l'avancée de l'enquête. Mais dans la pratique, ce donnant-donnant s'avérait impossible à gérer. Voilà. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous procurer le commandant François Chanel de Pascal Marmet. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.